cap de début. On va interroger papa, c'est bon maman, c'est bon, maman. On va interroger papa sur son passé syndical et politique dans la région parisienne. Salut papa. Alors tu t'adresses à mes camarades de la CGT du Parti communiste avec des nouveaux arrivants qui posent des questions pour savoir pourquoi le parti a perdu son ampleur et de sa vitesse et sa vigueur. Et qu'est-ce que vous aviez mis en place à l'époque? Tu vas nous dire en quelle année. Et tu vas nous dire ton passé syndical et comment tu as monté un syndicat dans l'entreprise dans laquelle tu travaillais, quelle entreprise c'était et pourquoi tu avais monté ce syndicat. Et qu'est-ce qui t'a fait t'engager à la sortie du service militaire vers le syndicalisme et pourquoi au service militaire tu avais pris une décision radicale te concernant et impliquant tes opinions politiques et tes opinions syndicales par la suite. Vas-y, c'est à toi. Bon, j'ai pris une position politique. J'avais ce. Il fallait prendre une position politique par rapport aux événements de la guerre d'Algérie. Ça, c'était la première analyse morale, fondamentale dans le militantisme. Mais j'ai été bercé au départ dans une famille politisée qui avait connu la guerre de 39-45 et qui avait souffert. Donc, on était un peu formaté contre le nazisme. Il fallait, dans notre vie familiale, écouter nos parents, ce qu'ils avaient subi, et c'était avec beaucoup d'intérêt qu'on a compris de faire de la politique, c'était nécessaire. De là, des prises de position ont été faites, et de bonne heure. Donc, on a suivi un petit peu comme la religion, comme une religion, mais politique, qui est complètement différente à la religion catholique, évangéliste, et que ce soit toute religion possible. C'était plus du militantisme politique que religieux. De là, je suis parti faire mon service militaire et après la guerre d'Algérie. Mais je suis parti avec des convictions d'objection de conscience. Parce que mon frère était parti faire une guerre injuste contre la colonisation et contre le communisme algérien. C'était ça le fond du problème de la guerre d'Algérie. Il fallait anéantir le communisme algérien, dirigé par les États-Unis, comme aujourd'hui, ça continue, si on va jusque-là, avec les problèmes de l'Ukraine. On peut aller très loin dans les analyses. Si on ouvre bien les yeux, tout est dirigé par un capitalisme à outrance, l'impérialisme américain, très, très américain, n'oublions pas, avec l'Indochine, avec la Corée, avec, n'oublions pas, Hiroshima, où ça fait des millions de morts, tout ça pour un dirigisme capitaliste et impérialiste. D'où la prise de conscience toujours marxiste derrière, dans le fond, c'est l'humanisme et défendre les causes des ouvriers, de la classe prolétarienne, donc prise de conscience avant tout, et pour se battre contre ce qui se passe dans l'injustice sociale. Et où est-ce que tu avais créé ton premier mouvement syndical? Alors, ce qui s'est produit, c'est que quand je suis parti au service militaire, j'étais un peu. J'avais pris une position très statique, c'est-à-dire je renonçais à l'armée. J'étais contre l'armée, contre les, bon, contre l'armement.
je, je disais que l'armée servait à rien si c'était uniquement pour détruire les autres individus, si c'était uniquement pour être les meilleurs, les plus forts et détruire l'humanité. Ce côté militaire, je l'avais rejeté complètement. Où est-ce que tu as fait ton service militaire? En Allemagne, Où ça? à Landau, Et tu faisais quoi là-bas? j'étais dans l'infanterie. D'accord. Et Et j'ai été, dès le départ, un petit peu en rebelle, carrément, mais sans manifester, mais simplement, de temps en temps, on distribuait une tract politisée contre l'armée, surtout l'OTAN. pendant le service militaire? Oui. Donc, je me suis un petit peu camouflé, il fallait, hein, mais ça a été très très dur, très très dur. Et puis bon, j'ai fait beaucoup de choses que, pour déconner, pour rigoler, je me foutais de l'armée, carrément. Est-ce que tu as été condamné à l'armée à faire du trou ou des trucs comme ça? Ah oui, je suis allé en prison, oui. Ah ouais? Et c'était des raisons que tu peux dévoiler Non, ou c'est pas? pas pour, parce que je C'est des raisons que tu militais. peux dévoiler ou pas? Non, non, je militais, mais je faisais tellement de conneries on me punissait. On me punissait. Donc, comme j'étais un petit peu le rigolo de service, avec une prise de conscience. Hein. Donc, je défilais n'importe comment, je mettais mon fusil n'importe comment. Par exemple, c'était une preuve de militantisme. D'accord. Et après, qu'est-ce que tu as fait après le service militaire? Bah, après, bah, je suis allé au boulot, hein, comme tout le monde. Mais je suis rentré dans une banque. J'avais trouvé. C'était facile à l'époque. On pouvait rentrer dans une entreprise comme bancaire, mais au bas de l'échelle. Hein. Donc j'étais rentré au service du courrier. Et c'était encore le boulot le plus bas qu'on puisse trouver dans une entreprise comme une banque. Donc on est chercher le courrier à la poste avec un sac de courrier qu'on portait sur l'épaule. Hein. Et on faisait 2 kilomètres avec le courrier sur l'épaule, sur le dos. Hein. Comme des esclaves à l'époque. Mais c'était une banque. Hein. Mais par contre, les salaires étaient bien meilleurs que l'industrie traditionnelle. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette banque? Est-ce que tu étais bien considéré? Est-ce que vous avez eu des bons avantages? Est-ce que vous étiez bien payé? Est-ce que vous avez des Il y bonnes avait conditions de des travail? avantages et quand même très intéressants parce on était avec un 17e mois, on avait un salaire et on était payé sur 17 mois. Donc c'était très intéressant quand même, malgré tout. Mais moi, ce que je faisais comme travail, c'était un petit peu subalterne. Hein. C'était le petit boulot de service. Hein. Donc, je faisais avec, parce qu'à côté, quand on savait ce que les gens gagnaient, c'était quand même pas mal. Malgré que, voilà. Et qu'est-ce que tu as fait au sein de cette banque? Et ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment donné, on a revendiqué avec d'autres camarades. J'étais à l'époque à la CFDT, et je m'étais inscrit à la CFDT, parce qu'il n'y avait pas de syndicat qui me correspondait, ce que j'appelle la CGT, donc ça ne me correspondait pas, parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, il n'y avait personne qui était communiste. Et toi, tu l'étais déjà Et moi, communiste? bah oui, D'accord. je l'étais dans, pas ma carte, je l'étais dans l'esprit. Il ne faut pas mélanger. Hein. Une carte et l'esprit, c'est pas la même chose. Sympathisant et encarté, c'est pas du tout la même chose. Donc tu n'étais pas encarté alors? Non, j'étais pas en carte. D'accord. Et à la CGT, est-ce que tu étais encarté quelque part un jour ou Absolument. pas? Quand je me suis désolidarisé de la CFDT, quand la CFDT, j'ai senti qu'ils étaient contre le communiste. Contre le communisme. C'est au stade Champletti, en 68, quand il y a eu les grands mouvements syndicaux et politisés,
de la masse. Quand il y a eu les grands mouvements de 68, j'ai vu que la CFDT déviait et elle est du côté du pouvoir politique de l'époque. Et le pouvoir politique de l'époque, c'était Pompidou, hein, donc la droite, hein, la bonne droite. Hein. Et puis, quand j'ai vu que les dirigeants de la CFDT étaient pour enfermer la CFDT, le Parti communiste, dans un mouvement, eux, ils rejetaient le mouvement syndical, CGT et communiste. Donc j'ai pris une décision de monter la CGT dans la banque. Et c'était quelle banque? La CGB. CG? CGIB. D'accord. Elle se trouvait où à Paris? À Malesherbes. D'accord. Place Malesherbes. Et t'as des collègues qui t'ont soutenu? J'ai fait des adhésions, très peu, parce que les gens avaient la trouille. Et moi, comme j'avais pas peur, à l'époque, j'avais pas peur. J'avais peur d'ailleurs, même à l'armée. Donc, je suis resté dans mon registre personnel à militer. Et ça m'a coûté très cher, très cher. Au service du courrier, j'ai été traité déjà comme un pauvre mec. Et un jour, j'avais dit à mon chef de service, de toute façon, vous avez colonisé l'Algérie et les pieds noirs ne domineront pas chez nous. Et c'était un pied noir. Et ça m'a coûté un cachot. Il m'a enfermé dans une... Donc, de là, je me suis révolté intérieurement et j'ai décidé de monter la CGT. À la CGIB. Voilà. Est-ce que tu étais tout seul à monter le syndicat? Est-ce que tu as eu des camarades qui t'ont rejoint? Non, je l'ai fait tout seul, sans consigne, sans rien. J'ai pris une décision personnelle et je suis allé voir à la fédération de la CGT s'ils étaient d'accord pour que je sois leader. Donc, eux, ils cherchaient à la base fédérale, ils avaient un petit peu des consignes aussi, que c'était mieux de monter la CGT dans les entreprises, mais il fallait avoir un culot de le faire dans une banque capitaliste, très capitaliste d'ailleurs, puisque le CGB était affilié à la Banque de Paris et des Pays-Bas. Donc c'était une multinationale. La BNP Paribas, tu veux dire? Ouais. Ah ouais. Voilà. Donc là, j'avais pris cette décision qui était quand même très importante. Et le problème que j'ai subi énormément, c'est que j'avais tous les autres syndicats dans mon dos, parce que j'étais contre le communisme et contre la CGT. Donc j'avais le patronat, la CFDT, les syndicats cadres qui étaient contre moi. Un seul bonhomme devait faire face à bien sûr la direction bancaire, il fallait que faire face à j'appelle ça pas une mafia, mais des gens qui étaient à la solde du patronat et du grand capitalisme, et qui faisaient du syndicalisme, non pas pour aider la classe ouvrière, mais surtout pour s'aider eux-mêmes, pour monter dans la hiérarchie de la boîte. Donc je me suis révolté, et voilà. Et moi, effectivement, j'en avais pratiquement plus rien à faire. Donc, cette volonté de militantisme le plus maximum que j'ai pu. Par contre, on a fait une grande grève avec occupation des locaux et je me suis désolidarisé avec les autres syndicats, comme la CFDT, comme Force ouvrière et comme tous les autres, parce qu'ils voulaient occuper les locaux. Et pendant qu'on a occupé les locaux, donc c'était en 1974, et quand on a occupé les locaux, il y a eu des orgies qui ont été faites dans la nuit, et
au lieu de faire du militantisme politique correct, un grand militantisme contre le capitalisme, ils ont fait simplement ce que les bourgeois font dans leurs orgies. Ils couchent les uns avec les autres. Et ça a été un gâchis monumental. Ils ont ouvert les bureaux des directeurs et tout pour vider les bouteilles de whisky qu'il y avait dans les... Enfin, plein de choses comme ça. S'il faut parler de la vérité, elle est là. Merci, papa. Et autrement, est-ce que au sein du syndicat, tu as réussi à recruter des collègues? Je me rappelle que tu nous as souvent parlé de Roger Mireille, sans citer leur nom de famille. Est-ce qu'ils sont toujours militants actuellement? Est-ce qu'ils sont Ils sont toujours... militants à la NUPEC. Ils sont militants à la NUPEC. Ils sont encore solidaires du Parti communiste, avec une grande différence, c'est que le Parti communiste aujourd'hui a perdu de sa valeur. Alors les raisons de la perte de valeur du Parti communiste, c'est ce vieillissement du parti, ce non-militantisme du parti. Et ce qui est grave, c'est que dans le monde entier, on démolit l'image du communisme international. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on est en train, on a eu si on doit parler de politique sérieusement, on a eu le mur de Berlin qui est tombé, effectivement. Il y en a qui ont applaudi, et moi je dis simplement, ceux qui ont applaudi n'ont même pas réagi à ce qui allait se produire en Europe. Et ce qui se produit en Europe aujourd'hui, c'est le fascisme. Et il est dû à quoi et comment il est venu le fascisme à ton époque quand tu avais 15-20 ans, toi? Tu l'as connu comment, sous quelle forme le fascisme là-bas, le nazisme, à ton époque, quand tu étais jeune? Et quand j'étais jeune, le fascisme a toujours existé. C'est né c'est ancestral. La politique internationale a fait que, déjà, les gens racistes, à la base, la colonisation des peuples, c'est de là que parle le fascisme. La colonisation des peuples. Donc c'est un abus C'est au démarrage, l'exploitation de l'homme par l'homme dans les pays sous-développés. Dans les pays sous-développés, est-ce que tu penses qu'il y a du racisme en France? Ah ben, ça se développe de plus en plus. Mais il y en a toujours. Est-ce que tu penses qu'il y en a plus que dans les années 80? Je dirais, c'est pas plus, c'est pire. Voilà. C'est pire, c'est pas une autre chose. Et ça vient de quelque chose d'important, c'est que l'immigration est arrivée en France par rapport à la guerre d'Algérie. On va aller très loin avec les immigrés. Suite à la guerre d'Algérie, on a récupéré ceux qui ont collaboré avec les Français quand on l'occupait, c'est-à-dire les harkis. On les a récupérés et ceux-là ont soutenu l'armée française pendant la colonisation pour détruire le communisme algérien. Je ne devrais pas parler comme ça, parce que c'est passé, c'est du passé, mais c'est la vérité. Maintenant, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on a les effets. Et aujourd'hui, on met tout sur... Dès qu'il y a un malaise quelque part, on met tout sur les Algériens, on met tout... On oublie ce qu'on a fait. On oublie toutes les saloperies qu'on a fait en Algérie. Est-ce qu'on a fait des saloperies ailleurs qu'en Algérie, papa? Ah bah oui, en Indochine. Avec Bijar, entre autres, Massu. Hein. Et ces mecs-là, on les a trouvés, c'est tous ces généraux, Jouot et tout ça, on les a trouvés quand il y a eu le putsch en Algérie pour défendre l'Algérie française, où ils ont massacré des individus. Et ça, il faut en parler. S'il y avait un conflit actuel que tu voudrais voir à la fin, ça serait plutôt l'Ukraine contre la Russie, ou ce serait plutôt la Palestine contre l'Israël? Alors Israël, moi je suis pour la Palestine. Alors c'est clair, c'est net, c'est précis.
La Palestine, c'est un peu comme l'Algérie d'une époque, hein, et Israël, c'est des colonisateurs, ok, à la solde des États-Unis. Et ça, pour l'expliquer, demandons aux Américains comment ils veulent dominer les pays arabes. Là, ouvrons les yeux, l'Amérique veut dominer le monde arabe dans tous les sens. Et ils veulent aussi, ils ont essayé de dominer l'Asie. Et malheureusement, ils sont tapés au Vietnam. Et le Vietnam a résisté. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts, énormément de morts. Voilà. Quand Poutine dit qu'il est contre l'extrême droite ukrainienne, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Alors, sur l'histoire Poutine, non, mon point de vue, il est tout simple, mais très très simple. C'est le renouveau du communisme. Poutine, on appelle ça un dictateur. Ben, on peut appeler Staline un dictateur, on peut appeler tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a une domination nazie dans les pays de l'Est. Et c'est le problème qui se pose, c'est dirigé par les États-Unis, parce qu'ils veulent dominer le milieu, l'Europe centrale. Ils veulent dominer pour prendre tout ce qui est en leur faveur. Ils veulent dominer financièrement, ils veulent tout dominer. Ce qui les bloque, c'est la Chine. La Chine, c'est la deuxième puissance mondiale économique et populaire. Ils sont plus nombreux que les États-Unis. Et derrière, il y a l'Inde. Et ça, si les États-Unis pouvaient dominer ces deux pays-là, ils le feraient. Donc, ils attaquent par l'Ukraine. De façon que l'Ukraine crée un conflit dans le centre de l'Est. Pour que ça crée une diffusion sur la Chine et sur l'Inde. Mais c'est une question très économique. À ton avis, les Ukrainiens ont-ils raison de fuir l'Ukraine et de venir en Europe pour trouver refuge? Ou est-ce qu'il ferait mieux de militer et de se battre contre les Russes? Bah, j'ai toujours dit, c'est pas se battre contre les Russes, c'est se battre contre le dirigeant ukrainien. Pas la même chose. Et voir où le dirigeant ukrainien va emmener le peuple ukrainien. Tu veux parler de Zelensky alors? Oui, c'est un dictateur. C'est un mec la solde de la CIA et il travaille pour les États-Unis, pour l'Europe centrale. D'accord. L'Europe de l'Est. Hein. Attention. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du fait de l'effritement du Parti communiste dans certains quartiers populaires? Pourquoi ils se tournent vers l'extrême droite? Pourquoi ils se tournent vers Le Pen? Pourquoi ils se tournent vers Zemmour? Pourquoi ils votent Macron au premier ou au deuxième tour? C'est élémentaire. C'est élémentaire. Je vais te le dire tout de suite. C'est simplement parce qu'on a fait évoluer le racisme en France. Le racisme est venu parce que les gens qui sont venus d'autres pays, parce qu'en guerre ou avec des conflits, ou pour chasser dans leur pays, on les a installés. Et ce qui s'est créé, c'est qu'il y a une misère qui est très importante, et ça fait un conflit interne. Derrière ça, trafic de toutes sortes, dirigé par des saloperies, des milliardaires qui font le trafic, la drogue, le trafic d'armes, et ça crée un climat de tension et d'insécurité. Et c'est pour ça que le fascisme se développe aussi. Parce qu'on met tout sur le pouvoir politique, et les communistes qui ont dirigé les villes les plus populaires, comme Saint-Denis, comme toute la banlieue, ce qu'on appelle la banlieue rouge de l'époque, hein, et ben, c'est que des immigrés de ces pays-là, des pays de l'Est et tout, on a détruit. Tourne-toi, papa. Tourne-toi, papa. On a simplement détruit. Tourne-toi, papa. Ça, je suis obligé de brancher parce que sinon j'ai plus la batterie.
Tu peux continuer. On a simplement détruit où les communistes dominaient dans ces territoires-là. Mais c'est normal, parce que c'est pas les communistes qui ont créé ces conditions d'élaborement, c'est simplement cette politique d'immigrés qu'on a, on a fait n'importe quoi. On a amené n'importe quoi, surtout on a amené la pègre. La pègre. Et ça a servi à l'extrême droite. Et l'extrême droite n'est pas non plus innocente dans ce milieu de pègres, parce qu'ils en font partie. Donc ils se nourrissent des voyous pour faire leur image en fait. Absolument. Et c'est indispensable pour eux. Plus il y aura de terrorisme, plus il y aura de destruction, plus il y aura de haine contre les immigrés, plus eux, ils s'enrichiront. Et ils payent même les mecs. Ils payent. Pendant la guerre d'Algérie, on a payé des gens, hein, qu'on appelait, pour créer des conditions, de distribuer des tracts. Et puis pour le reste, donc eux, c'était M. Le Pen à l'époque, qui était à la tête. Hein. Tu parles de qui? De Jean-Marie Le Pen? Oui, à la tête, pour le reste, il était là. Hein. Donc, dans nos immeubles, moi, on m'a demandé un jour de distribuer des tracts pour l'Algérie française. Alors, j'imagine que tu as accepté tout de suite. T'as accepté tout de suite. Non, j'imagine. non, j'ai pas accepté parce que c'était des fils à papa à l'époque. J'habitais dans rue du Hameau, hein, et c'était C'était où, à rue du Hameau, à Paris? Oui, dans le 15e arrondissement. Hein. Et les fils qui me proposaient ça, c'était des fils de directeurs des tabacs, par exemple, hein, et de la finance. Hein. Ah d'accord. Donc, voilà. Et quel était le plus gros client de la banque où tu as travaillé? Le plus gros client, oh, bon, il y en a Le plus célèbre, le plus célèbre. Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing. D'accord. Et il n'y avait pas Rothschild aussi? Rothschild, oui, il venait. Il venait aussi. Je l'ai vu en Solex, Pourquoi il venait en Solex? parce que ça coûte moins cher. L'enculé. Et Non, autrement? non, Et autrement? pas ça. Il se déplaçait plus vite. Et il se déplaçait plus vite pour emmener ses lingots d'or alors? J'avais un directeur général, bon, pas un directeur, mais disons un ponte de la banque, qui venait en petite voiture NSU à l'époque. C'est quoi NSU? NSU. NSU. C'était une toute petite voiture, comme une Isitra. Hein. Et il venait, et il y avait, pour vous raconter un truc important, il y avait un employé qui venait avec une Ford Mustang. Et dans la réunion, une réunion plénière, le mec, le directeur avait dit, écoutez monsieur, il demandait une augmentation de salaire. Il me dit, écoutez, moi je viens en NSU, et vous venez avec une Mustang. Et c'est un gars de la CFDT, hein, le syndicaliste. Et c'est vrai qu'il avait une Ford Mustang. Donc, une anecdote, hein, aussi syndicale, parce qu'il n'y a pas que... Voilà. Et moi, en réunion plénière un jour, à la banque, j'avais dit carrément au PDG, à l'époque, c'était comme des pontes de la politique. Hein, et j'avais dit, vous savez, le prix du beefsteak, Ouais. le prix du beefsteak, vous pouvez vous l'acheter, mais nous, le prix est le même, mais nous, on a du mal à le payer. Bah ouais. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Voilà. Et comment, je vais te demander, comment ça se passait la politique, le militantisme politique dans les années où tu en as fait? Comment ça s'organisait les réunions, où ça se passait? Nous, on est passé à la maison. On était une cellule politique. J'avais créé une cellule, hein, et puis on avait fait à la maison. D'abord, ça gênait maman, parce que bon, effectivement, ça perturbait la vie familiale. Hein, c'était à Sevran, hein, à l'époque. Et Sevran, c'était une cité très sympathique au départ, et ça s'est dégradé en 2 ans. C'est devenu un milieu de banditisme. Donc en 2 ans, on a dit on va partir. Mais on faisait des réunions donc syndicales,
on s'occupait des parents d'élèves, on s'occupait de... Il y a 17 nationalités. Et c'était très très compliqué de suivre ce mouvement. Donc on a rencontré des gens de toutes sortes. Des gens bien, et puis aussi des gens moins bien. Donc vivre dans un climat où nous ne l'avions pas décidé, on nous l'a imposé, c'est un climat qui est arrivé de je ne sais pas où, donc l'immigration. Il n'y a pas que l'immigration, mais surtout beaucoup de voyous. Et des voyous, on ne sait pas d'où ils sortaient, mais voilà. Donc, la perturbation mentale, morale, pour élever des enfants, on ne peut pas y vivre. Donc, il faut dégager. Ou alors, on reste dans des milieux comme ça, et malheureusement, eh ben, on subit, et au détriment de l'évolution de nos enfants. Est-ce que tu as déjà été menacé ou ta famille a déjà été Oui, menacée? Menacé de quoi? Bon, on m'a dit, si je continuais comme ça, je prendrais une balle dans la peau. Menacé de mort, quoi. Menacé de mort, Oui, carrément. Toi et la famille aussi? oui. Maman, Ma nous? maman, oui. Ah, vache. Mais nous, on a été suivis à Sevran par la télé. C'est pas à l'époque, c'était Collet, un monsieur Collet, qui a suivi maman pour voir dans comment on vivait au jour le jour. Hein? Une journée. Une journée. D'accord. Et ça s'était bien passé, maman? Ah oui, très bien. Tu peux nous en parler? Non, il n'y avait rien de particulier. Hein. Il t'avait filmé à l'école, il t'avait filmé à la maison, il t'avait... À l'école, sur le chemin de l'école, il est allé au magasin de la grande surface du coin. Et c'est quoi la grande surface? À l'époque, ça s'appelait Euromarché. Euromarché. D'accord. Et c'était à Sevran, ça? Ça, c'était à Sevran. Bon, à Sevran, on est resté que 2 ans. D'accord. On était dans quelle cité? Les Baudottes. Ouais. Les Baudottes. Et réputé aujourd'hui. l'école, c'était où? Ben, les Baudottes, de toute façon, c'était le nom de tout. Les Baudottes, d'accord. L'école était dans... On nous a volé notre voiture à l'époque. On vous a volé votre voiture, c'était quoi comme voiture? 3 chevaux. C'était quoi comme voiture? Elle a 3 chevaux? 3 chevaux. Une vieille 3 chevaux, ouais. Une à 1006, quoi. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils en avaient fait? Elle avait servi à voler des autos. Et on est emmerdés en plus avec les flics. Dans les voitures. On est emmerdés. D'accord. Ça n'avait rien par rapport à la politique et au syndicat, ça. Bah, on Oui, espère mais que non, on sait pas. Ah, c'est peut-être lié, peut-être lié. Bon. En attendant, merci. Est-ce que tu as participé à l'école du Parti communiste, papa, toi? J'ai fait des stages, oui. Des stages, je l'ai expliqué, pendant quelques temps au Parti communiste. Et puis à la CGT surtout. Les formations syndicales, quoi. Oui, formation syndicale. D'accord. Et au Parti communiste, est-ce que tu as déjà été au colonel Fabien au siège? Non, jamais. Jamais. Où est-ce qu'ils avaient lieu, les formations politiques? Oh, Si tu te rappelles. je crois que c'était à Sorbonne. Non, au truc du travail. À la Bourse du Travail? À la bourse du travail. Et c'était dans quel arrondissement? Oh, je sais pas. C'est à Paris? Dans le 11e, je crois. Dans le 11e? D'accord. Bon, est-ce que tu as autre chose à rajouter que tu as envie de nous confier? De personnel ou de militantisme, de la CGT, du Parti communiste? Alors, Qu'est-ce que tu attends de l'avenir du parti? Qu'est-ce que tu Alors, attends de l'avenir l'avenir? du Parti communiste, je le vois très mal. Très mal. On est très très mal. C'est pas parce que ça ne va plus exister, parce que le marxisme existera toujours. Ça, de toute façon, c'est même pas la peine de réfléchir là-dessus. Le marxisme, c'est une puissance intellectuelle. Le Parti communiste, c'est une formule pour arriver au marxisme. C'est simplement un intermédiaire pour arriver au marxisme. Donc, condamner le capitalisme dans sa puissance et être communiste, c'est presque apporter un avenir nouveau, intellectuel, dans le monde. Donc, ce qu'on voit, l'évolution scientifique, ce qu'on voit actuellement, pensons, c'est de la philosophie, mais c'est dans le sens scientifique. Voilà, c'est ça le marxisme. Donc, le Parti communiste, c'est une évolution intellectuelle
mais sur le terrain, le combat ouvrier avec les syndicats, avec un syndicat, pas 50. Il ne faut pas que la CGT soit désolidarisée du Parti communiste. Surtout pas. Ça, c'est la grosse erreur. Je suis d'accord avec toi. J'arrête pas de militer pour que la CGT se rapproche du Parti communiste et soit Ça a été solidaire avec. l'erreur, une époque, qu'on balance la CGT hors communiste. Or, un syndicaliste non politisé, c'est plus un syndicaliste, ça devient une religion. Je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu penses du développement du nombre de cartes dans les syndicats ou dans les partis communistes au détriment du débat d'idées? Je comprends pas les questions. La question c'est, est-ce que tu trouves que le Parti communiste ou la CGT ont raison de faire de la carte, d'inscrire le maximum d'adhérents, plutôt que de faire un débat d'idées constructif et productif? Alors j'ai toujours défendu ma cause, et une cause personnelle. Le quantitatif est utile si il y a une volonté intellectuelle. Si c'est uniquement pour faire de la carte, c'est pas la peine. Si c'est pour faire rentrer de l'argent, c'est nécessaire, parce qu'il en faut, pour les tracts et tout. Mais il faut qu'il y ait une base constructive, intellectuelle. C'est indispensable. On ne peut pas faire de la carte avec des gens de n'importe quoi à la CGT, je parle de CGT. Le Parti communiste, d'un autre côté, il faut qu'il ait de la carte, mais constructive. Donc il faut les former des gens. Il faut qu'ils fassent une école. Il faut absolument qu'on ne laisse pas un parti politique dans l'ignorance. Alors on va rigoler un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de Mélenchon, la France Insoumise et l'Union Populaire? Catanins, Aubry et j'en passe. Donc, alors les socialistes ancestraux, comme Aubry, j'ai rien contre cette dame. Aubry, la fille de France Insoumise, là. C'est Manon Aubry, là. Oui. Manon Aubry. Oui, oui. La jeune. Alors, oui, non, mais la France Insoumise, c'est un phénomène nouveau. Je le dis carrément, Mélenchon, c'est un grand guignol. Et ce qu'il voulait, avant tout, c'est avoir le pouvoir politique, président de la République, le prestige, mais il fallait qu'il reste en Algérie, puisqu'il s'y plaisait. C'est un colonisateur, comme les autres, et à l'époque, je pense qu'il était, comme les autres, un bon pied noir qui a exploité les indigènes. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de la lutte des classes? Tu crois qu'elle est toujours d'actualité? Tu crois qu'il faut la remettre en place? Ou tu penses qu'elle a jamais arrêté la lutte des classes? Ah, il faut la continuer. C'est indispensable. Tu penses qu'elle a quitté un peu le terrain ou tu penses qu'elle existe toujours? Ah, il faut qu'elle existe. Pour moi, on est en perdition par rapport à l'époque. Mais il faut qu'elle existe. La lutte des classes existera toujours. C'est indispensable. Ou alors à ce moment-là, on ne combat plus, on n'a plus rien, on n'a plus d'objectif. La lutte des classes, c'est indispensable. Parce que les milliardaires existent quand même. N'oublions pas. Et les exploités existent toujours. Malheureusement, ils existent encore plus maintenant qu'une époque. Mais bon, c'est malheureux. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont à la rue? Alors que Macron avait dit en 2017, Oui, Macron, objectif 0 SDF avant la fin de l'année. Macron n'est qu'un pion dans l'échiquier mondial. C'est un pion comme tous les présidents, comme tous les présidents de la République, quels qu'ils soient, même les États-Unis, ce sont des pions par rapport à l'échiquier financier, par rapport aux milliardaires. Donc, eux, ce sont des guimauves, des pauvres types qu'on met là, à la tête des pays, pour faire un petit peu guignol. Ce sont des marionnettes. Mais les grands puissants, les gros puissants, on les atteint pas. D'ailleurs, on les voit des fois à la télé, on nous montre les milliardaires, les gros milliardaires, on nous les montre. Et Macron et tous ces gens-là à côté, ce sont des marionnettes. Mais c'est eux qui font la pluie et le beau temps pour ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, non,
ils s'en foutent. Il leur faut des pions. Et les pions, ce sont nos présidents. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends du Parti communiste à l'avenir, des militants? Et qu'est-ce que tu attends du collage d'affiches? Qu'est-ce que tu attends des déclarations? Qu'est-ce que tu penses des signes à marteau et la faucille disparus du Parti communiste? Alors, je suis pour la faucille du marteau. De toute façon, ça, je suis en transition. Ça représente la classe ouvrière et le monde agricole. Voilà. Donc, c'est les deux bases de l'économie de notre pays. Hein, l'industrie et l'agriculture. Donc tu es pour le retour du marteau et de la faucille sur notre drapeau et sur nos affiches. C'est un Alors. symbole. C'est pas parce que on va couper la tête avec la faucille et puis on va donner un coup de marteau sur la tête des gens. C'est simplement l'outil de travail dans les deux sens. C'est comme ça qu'il faut interpréter. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de Yann Brossat, de Fabien Roussel, des nouveaux dirigeants? Brossard, je ne le connais pas trop. L'autre jour, je l'ai entendu. Il me paraît jeune. Il me paraît peut-être le renouveau du Parti communiste. D'abord, il en faut. C'est urgent. Mais surtout, avec toujours dans l'esprit, l'état d'esprit, pas revendicatif, mais condamner le capitalisme à outrance, ce qu'on nous fait subir. S'il reste dans la lignée, c'est ça qu'il nous faut. D'accord. Reconstruire la fraternité des peuples et refaire des choses au lieu de se cracher dessus les uns et les autres, et essayer de reformer. Bon, c'est de l'utopie. Hein. Si je vais jusque-là, c'est de l'utopie. Mais il faut essayer de reconstruire un monde nouveau, avec des gens nouveaux. Et qu'est-ce que tu penses de Fabien Roussel, de sa campagne des jours heureux qu'il a fait? Il dort de trop. Je parle. On n'a pas besoin de gens qui dorment. On a besoin de gens qui se réveillent. D'accord, ok. Bon, bah papa, on te remercie tous pour ton intervention. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, que tu avais envie d'ajouter? Eh bien, fraternité. Et autrement? Et condamnons le capitalisme. D'accord, merci. Et condamnons l'intervention ukrainienne contre la Russie. Et surtout, que la Russie existe comme elle est. Et que l'Ukrainien ne nous fasse pas chier. Est-ce que tu es d'accord pour abolir toutes les frontières dans le monde entier? Ah ben complètement. Alors, complètement. Je suis contre les frontières. Qu'est-ce que tu penses du slogan « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous » ? Ah ben c'est indispensable. C'était de Lénine. Bon, allez. Merci, papa. Gros bisous. Et merci pour ton intervention. Ouais. Salut. Ouais, salut. Salut, maman. Salut. Et merci pour ton intervention aussi. Salut les camarades. Salut.